Quand on parle des clans qui ont marqué le début des années 2010, on parle très souvent de la Nexus. Leur début à Raw où ils attaquent John Cena et détruisent l'intégralité de l'arène, c'est l'un des moments qui a le plus choqué à l'époque, et leur montée vers les sommets semblait garantie, en particulier pour leur leader Wade Barrett, que beaucoup voyaient comme un futur champion du monde. Mais malheureusement pour les 8 membres originaux de la Nexus, le seul qui ira jusqu'à remporter un titre mondial, c'est le seul à avoir quitté le clan dès le début, et 6 mois à peine après avoir débuté avec l'une des attaques les plus marquantes de l'histoire, la Nexus telle qu'on la connaissait prend fin avec la défaite de Wade Barrett lors de TLC 2010, qui finit la soirée littéralement enterré par John Cena, lançant alors officiellement la mort de la Nexus et le début d'une nouvelle histoire. Cette nouvelle histoire va mener Wade Barrett et ses anciens associés du côté de SmackDown où ils vont former un nouveau clan, un groupe qui devait prendre en puissance dans le show bleu pour finir par se confronter à la nouvelle Nexus dirigée par CM Punk, mais un groupe qui finira par subir le même sort que la Nexus, disparaissant 6 mois après ses débuts, et il est donc l'heure de revenir ensemble sur la gloire et la chute rapide de The Core. Comme je l'ai dit, tout commence fin 2010 avec la défaite de Wade Barrett lors de TLC 2010. On est revenu dessus dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir d'ailleurs si c'est pas déjà fait, et on a bien vu que le projet Wade Barrett était complètement abandonné avec le leader de la Nexus qui finit le show sous un tas de chaises après une défaite très humiliante contre John Cena. On ne reverra alors pas le leader de la Nexus ni ses fidèles au lendemain de cette soirée et il faudra attendre le dernier Raw de 2010 pour voir David Otunga et la Nexus revenir pour confronter John Cena, annonçant que le groupe a désormais un nouveau leader avant de détruire l'ancien champion de la WWE comme ils l'ont fait à leur début. On imagine alors que le nouveau leader du clan c'est David Otunga puisque c'est lui qui était le plus en vue derrière Wade Barrett et alors que la Nexus quitte l'arène, une musique retentit. CM Punk, l'éternel rival de John Cena, fait son entrée, passant au milieu des membres du clan pour rejoindre Cena dans le ring, lui placer son GTS et enfiler le brassard de la Nexus, semblant alors indiquer qu'il se joignait au groupe désormais dirigé par David Otunga. Et pourtant, la semaine suivante, alors que la Nexus est réunie dans les vestiaires, on retrouve avec eux Wade Barrett, l'ancien leader qui tente alors de s'expliquer auprès de ses disciples, leur promettant que s'il reste la tête pensante de la Nexus, il pourra leur offrir à tous des titres de champion. Heath Slater et Justin Gabriel semblent être d'accord avec lui, mais David Otunga demande à Barrett de s'arranger avec CM Punk pour travailler ensemble. Barrett rejette la proposition et il dit aux 5 hommes devant lui que CM Punk n'est clairement pas là pour le groupe et qu'il veut simplement se servir de Nexus pour se mettre en avant lui. Mais alors qu'il est en train de prononcer ces mots, le catcheur Straight Edge entre dans le vestiaire, installant un certain malaise dans la pièce. En plus de tout ça, Wade Barrett a d'autres choses à gérer ce soir, il combat dans le main event dans un match à 3 en cage pour avoir une chance au titre de la WWE contre 2 anciens champions, et il a donc mieux à faire que de gérer les histoires de CM Punk qui ne se contente alors que de souhaiter bonne chance à Wade Barrett en lui adressant quelques mots d'encouragement. On arrive justement bientôt au main event et ce match est l'occasion ou jamais pour Barrett. Lui qui a eu quelques mois difficiles fin 2010 et qui a conclu l'année en perdant contre John Cena, a l'occasion de se relancer en devenant challenger numéro 1 au titre détenu par le Miz pour prouver sa valeur. Alors qu'il est à la lutte depuis de nombreuses minutes contre Orton et Sheamus, Barrett semble être bien parti pour se relancer puisqu'après avoir fait chuter lourdement ses adversaires sur les cordes, il commence son ascension et personne ne peut l'arrêter. La seule chose qui va ralentir un petit peu la montée de Wade Barrett vers le sommet de la cage, c'est son bras blessé et alors qu'il semble avoir du mal à grimper, CM Punk fait son entrée et monte sur le haut de la cage, tendant sa main au leader de la Nexus pour l'aider à continuer son ascension. Après quelques secondes d'hésitation, Barrett finit par accepter l'aide du nouveau membre de la Nexus, mais CM Punk ne tardera pas à montrer son vrai visage, arrachant le brassard du bras de Wade Barrett et le poussant dans le ring, lui coûtant alors le match qui sera finalement remporté par Randy Orton, mais surtout excluant pour de bon Wade Barrett de la Nexus. Le groupe venait alors officiellement de perdre son ancien leader pour être dirigé visiblement par CM Punk et il était temps pour Wade Barrett d'aller se réinventer. Celui-ci commencera sa rédemption en débutant du côté de SmackDown la même semaine en attaquant le Big Show, lui coûtant un match pour devenir challenger numéro 1 au titre de champion du monde et s'établissant alors à nouveau comme une menace majeure dans le show bleu. Quelques jours plus tard du côté de Raw, les membres de la Nexus attaqueront les champions par équipe, se relançant dans une quête de destruction dirigée par CM Punk qui imposera aux membres de la nouvelle Nexus un rite d'initiation qui se déroulera progressivement dans la soirée, avec d'abord le passage à tabac de Michael McGillicuddy puis la punition dans les vestiaires de Husky Harris, pour finalement mener à l'initiation de Justin Gabriel et Heath Slater à qui Punk demande de se battre avec des kendo sticks. Et si l'initiation des 2 anciens champions par équipe était censée se dérouler sans problème, comme celle des autres membres, Gabriel et Slater vont en décider autrement. Ils refusent de se battre pour avoir une place dans la nouvelle Nexus alors qu'ils sont associés depuis longtemps, et après avoir menacé CM Punk de le passer à tabac, ils décident finalement de jeter les armes au sol, quittant le vestiaire et semblant indiquer qu'ils refusent de se plier aux exigences de ce nouveau leader, refusant alors de rejoindre la nouvelle Nexus. Cette idée sera confirmée plus tard dans la soirée puisque CM Punk va faire son entrée accompagné seulement de David Otunga, Michael McGillicuddy et Husky Harris, officialisant la fin de
la Nexus telle qu'on la connaissait et annonçant le début de la nouvelle Nexus avec alors seulement 4 membres. Bon, tout ça c'était bien sûr pour introduire la séparation de la Nexus, mais comme cette vidéo c'est sur le corps, il va être enfin temps d'arriver à la formation du clan lors du SmackDown du 14 janvier 2011. Alors qu'il est prévu pour affronter le Big Show ce soir, Wade Barrett fait son entrée seul après avoir annoncé dans une interview qu'il ne s'attaque qu'au plus fort et au plus puissant depuis ses débuts, et il prouve alors en s'attaquant au Big Show que tout ça n'est pas prêt de changer. Semblant alors se lancer en solo, Barrett domine le Big Show pendant une partie du match en s'en prenant à sa jambe, mais alors que l'athlète le plus massif au monde réussit à reprendre le dessus, un événement inattendu va se produire. De nulle part, les deux adversaires du soir sont rejoints par Heath Slater et Justin Gabriel qui viennent de Raw pour interrompre le match et venir en aide à Wade Barrett. Le match prend alors fin par disqualification, mais ça permet surtout au catcheur britannique de se libérer du chokeslam en plus de coucher le géant sur le ring. Même à 3 contre 1, les anciens membres de la Nexus semblent quand même avoir du mal contre le Big Show et soudain, un nouvel homme fait son entrée. Lui qui a été annoncé comme arrivant bientôt à SmackDown après avoir été une figure majeure de la ECW, Ezekiel Jackson fait ses débuts plus tôt que prévu et débarque ce soir-là pour se tenir sur le bord du ring face à face avec le Big Show. Cette arrivée surprise va évidemment perturber le géant qui se fait alors à nouveau attaquer par Gabriel, Slater et Barrett, mais une fois de plus, le Big Show parvient à se débarrasser des 3 hommes, dominant seul dans le ring face à plusieurs adversaires et semblant complètement invincible. Et pourtant, alors que le Big Show est désormais concentré sur ses assaillants, il est surpris par une immense corde à linge de Ezekiel Jackson qui réussit en un coup ce que les 3 catcheurs dans le ring n'ont pas su faire, couchant le Big Show et montrant alors sa toute puissance. Passé à tabac par 4 hommes, le Big Show n'a aucune réponse et il subit pendant de longues minutes, encaissant le 450 splash de Justin Gabriel comme à la bonne époque de la Nexus, et ainsi un nouveau groupe venait de naître, dirigé par Wade Barrett avec à ses côtés 2 de ses anciens associés et un buffle avec une force inégalable. Ce nouveau clan allait dominer SmackDown, qu'on le veuille ou non. Le show de la semaine suivante, le 21 janvier, s'ouvrira avec Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater et Ezekiel Jackson qui allaient enfin pouvoir annoncer qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Wade Barrett va reconnaître immédiatement que malgré le succès initial de Nexus, il a mal géré le clan. Il en a trop fait pour lui et pas assez pour le groupe, et c'est pour ça qu'il a formé cette nouvelle faction du côté de SmackDown, c'est pour ça que Wade Barrett a formé le corps. Si la Nexus était le lien, pour la traduction littérale, un lien qui unissait les membres autour de Wade Barrett, en réalité, le corps lui se traduit par le cœur et on se rend bien compte que les 4 membres sont alors des éléments indispensables du groupe et qu'ils ne peuvent pas être remplacés. On pense alors que le corps va réussir là où la Nexus a échoué. Les membres se présentent alors les uns après les autres, insistant sur leur fierté d'être dans ce nouveau groupe, et Wade Barrett va conclure son discours en disant que si les fans étaient impressionnés par la domination de Nexus, ils vont être épatés par le corps puisque ce que Nexus a fait ne sera rien comparé à ce que ce nouveau groupe prépare. En réalité, Wade Barrett comptait en dire plus sur les intentions du corps, mais il est interrompu par le general manager Teddy Long qui ne veut pas d'un équivalent de Nexus dans son show. Teddy menace alors Wade Barrett et ses associés de graves conséquences s'ils ne suivent pas les règles à SmackDown, ce qui permet à Barrett de préciser quelque chose d'important: il n'est pas le leader du corps, le corps est un ensemble où chaque membre est égal aux autres. Mais malgré cette précision et l'offre d'alliance lancée par Barrett, Teddy Long n'est pas convaincu et il est déterminé à empêcher le corps de faire régner la terreur à SmackDown. Malheureusement pour Teddy, il va vite apprendre qu'il ne peut pas lutter contre ses 4 nouveaux associés puisque quelques minutes plus tard, le dirigeant de SmackDown sera embarqué aux urgences sur une civière après avoir subi une attaque dans les vestiaires et tout le monde comprend alors que The Corps est à l'origine de cet assaut. Bon, en réalité, quand je dis tout le monde le comprend, pas vraiment, parce qu'au final on apprendra que c'était Dolph Ziggler, il me semble, mais globalement à ce moment-là, tout le monde pense que c'est The Corps. Réunis juste après dans les vestiaires face à la remplaçante de Teddy Long, Vickie Guerrero, Barrett, Slater, Gabriel et Jackson offrent leur aide à la nouvelle gérante du show bleu, qui leur donne pour mission de détruire Edge ce soir, puisque le champion du monde est prévu pour affronter Dolph Ziggler, le partenaire de Vickie, lors du Royal Rumble. On arrive donc au main event de la soirée. Edge, le champion du monde, fait face à Justin Gabriel, et pour la première fois de l'histoire, le corps fait son entrée en tant que groupe, prêt à dominer SmackDown. Évidemment, avec le corps aux abords du ring et Dolph Ziggler aux commentaires, Edge doit rester sur ses gardes, et alors qu'il domine un match disputé contre le Sud-Africain et qu'il s'apprête à en finir avec son spear, Edge est interrompu par Wade Barrett qui grimpe sur le bord du ring pour distraire Edge, qui est alors obligé de lui régler son compte. Malheureusement pour le champion du monde, Barrett n'est pas le seul, et il doit donc directement aller s'occuper de Heath Slater à l'opposé du ring, mais avec 3 adversaires à gérer dont le buffle Ezekiel Jackson, Edge ne peut pas s'occuper de tout, et il est alors découpé par une corde à linge monumentale dans le dos de l'arbitre, ce qui permet à Justin Gabriel de le couvrir pour remporter le match. Honnêtement à ce moment-là, le corps venait de marquer un énorme coup, parce que si du côté de Raw, la Nexus avait réussi à venir à bout de John Cena dans certains cas, il se frottait à l'époque au numéro 1 de l'entreprise, et même si on avait bon espoir au début, on s'était vite rendu compte que Cena n'allait pas être dominé bien longtemps. Mais là c'était différent, le corps était à SmackDown où les stars étaient moins nombreuses, et avec cette victoire sur le champion du monde, les 4 hommes marquaient un très grand coup, et semblaient alors être destinés à un avenir prometteur en apprenant des erreurs de la Nexus. En plus de ça, après le match, Edge sera passé à tabac par le corps, qui s'assurait encore de prouver qu'ils étaient les numéros 1 à SmackDown, et on avait alors devant nous des menaces sérieuses et des prétendants importants dans le Royal Rumble, puisque les 4 hommes allaient participer à la Battle Royale.
Mais tout ça, c'était pas suffisant pour The Core. Vous le savez, ils étaient là d'une part pour dominer SmackDown, certes, mais ils étaient également quasiment tous anciens membres de Nexus, et il était donc hors de question pour eux d'oublier qu'ils avaient été exclus de ce groupe par son nouveau leader, CM Punk. Du coup, lors du Raw du 24 janvier, alors que CM Punk est dans le ring avec ses sbires et qu'il introduit Mason Ryan, le nouveau big man du clan, il est interrompu par Wade Barrett et ses associés pour donner une scène vraiment stylée. Honnêtement, quand je suis revenu sur ces images et sur cette période, j'avais absolument aucun souvenir que le corps s'était frotté à la Nexus. Et du coup, quand je suis arrivé sur cette scène et que j'ai vu à quel point elle était stylée, je me suis dit que ces deux clans méritaient absolument un affrontement au pay-per-view. Ou d'ailleurs, en réalité, même un affrontement tout court, hein. Avec CM Punk clairement au-dessus du lot, il y avait moyen d'utiliser les 4 membres restants pour affronter le corps, et l'addition de Mason Ryan permettait ça. Et je pense que ça aurait fait plaisir au public, surtout si ça avait pour but de donner au clan de Wade Barrett un côté un peu plus appréciable. Mais bon, vous vous en doutez, si j'en parle comme ça, c'est bien que ça n'est jamais arrivé, et du coup on aura simplement cette image très stylée avec les deux clans face à face, avec Wade Barrett qui dit à CM Punk que le corps n'est pas une Nexus du pauvre, mais qu'en réalité la vraie version Wish de la Nexus, c'est la nouvelle incarnation qu'il a en face de lui. On aura également une confrontation très cool entre Mason Ryan et Ezekiel Jackson pour montrer le potentiel d'un affrontement entre les deux monstres, et surtout le potentiel d'un affrontement entre les deux clans, mais le segment sera évidemment interrompu par le General Manager anonyme, hein, sur lequel il faudra aussi qu'on revienne un jour, qui organisera un match entre CM Punk et Wade Barrett avec John Cena en arbitre spécial et une punition très particulière pour le perdant du match. Même si officiellement Wade Barrett n'est pas le leader de The Core, il a tout intérêt à représenter son groupe comme il faut ce soir, puisque le perdant du match verra son groupe exclu du Royal Rumble. Évidemment, avec Cena en arbitre spécial, il fallait bien faire plaisir à la foule, et dans le main event, le corps et la Nexus sont immédiatement exclus des abords du ring, pour mener à un match totalement centré autour de John Cena, et clairement pas autour des deux groupes, ce qui pour le coup est vraiment décevant. Alors, c'est pas pour cracher encore une fois sur Cena, hein, parce qu'en l'occurrence, que ce soit lui ou un autre, c'est pas la question. Le problème, c'est qu'on a Barrett qui s'est fait exclure de la Nexus, et qui a formé un nouveau clan qui se veut clairement être le rival du groupe de CM Punk. Et alors qu'en toute logique, l'attention devrait être sur cette histoire, ben en fait, elle est totalement sur l'arbitre. Du coup, le match se transforme rapidement en une comédie plus qu'autre chose, hein, parce que John Cena va disqualifier les deux hommes pour, je cite, utilisation de langage grossier, et du coup, ni la Nexus ni le corps ne seront dans le Royal Rumble. Bon, là franchement je suis désolé, ok c'est peut-être un petit peu marrant hein, cette histoire de langage grossier parce que le show est PG, mais franchement ça gâche une bonne histoire avec un potentiel intéressant et c'est dommage. Heureusement au final le General Manager anonyme interviendra pour dire que John Cena a abusé mais qu'il ne peut pas renverser sa décision, ce qui visiblement est nouveau, hein, on sait pas pourquoi, mais par contre il peut quand même changer les conséquences du résultat et du coup le corps et la Nexus seront bien dans le Royal Rumble. Sur demande du manager général, John Cena va s'excuser auprès de Barrett et Punk après ça, et une bagarre générale éclatera dans le ring pour teaser le Royal Rumble match qui approche, et une nouvelle lutte entre le corps et le roster de SmackDown aura lieu à seulement quelques jours du pay-per-view. Justement, le Royal Rumble, on y arrive, et parlons-en, puisque le premier entrant ce soir c'est CM Punk, et alors qu'il est seul dans le ring, il est rejoint par nul autre que Wade Barrett et le corps. Alors à ce moment-là, je pensais que Wade Barrett était le deuxième participant, parce que ça paraît logique. Mais en fait, il vient juste avec ses potes pour exploser CM Punk. Mais bon, il fallait s'y attendre, alors que Punk est passé à tabac par Slater, Gabriel et Jackson, les associés du catcheur Straight Edge débarquent pour l'aider et une bagarre générale éclate pour nous offrir enfin la Nexus contre le corps. Évidemment, alors qu'on passait un bon moment, le General Manager anonyme va intervenir pour exclure le corps et la Nexus du ring en les menaçant d'être bannis du Royal Rumble, et le deuxième participant du match, à savoir Daniel Bryan, pourra enfin faire son entrée. Les entrées vont s'enchaîner dans le match après ça, hein, puisque toutes les minutes 30, un nouvel entrant arrive dans le Royal Rumble, avec d'abord le premier membre du corps, Justin Gabriel en numéro 3, qui sera rapidement éliminé, et une fois la nouvelle Nexus au complet dans le ring, ils se débarrasseront de tous les nouveaux arrivants jusqu'à évidemment l'arrivée de John Cena, qui débarrassera le ring entier, et la confrontation tant attendue entre le corps et la Nexus n'arrivera pas. Slater sera le suivant du corps à débarquer, il se fera humilier par John Cena et Hornswoggle. Plus tard, c'est Wade Barrett qui fera son entrée en numéro 30 dans ce Royal Rumble spécial à 40 participants, et il recevra le soutien de Ezekiel Jackson, mais les deux hommes seront finalement éliminés par les deux derniers participants du match, Randy Orton et Kane, et le corps venait alors de subir une première grosse défaite. Parce que oui, c'est important de noter que, ok, ils sont encore à leur début, mais vu ce qui s'est passé dans le Royal Rumble, la nouvelle Nexus est clairement au-dessus du corps, et le clan paraît ridicule à côté de celui de CM Punk. Pour autant, tout était très loin d'être fini. Alors que la Nexus a échoué dans leur quête au titre par équipe lors du Raw suivant le Royal Rumble, le corps obtient un match contre les champions 4 jours plus tard, et Justin Gabriel et Slater viennent à bout de Kozlov et Santino sans aide extérieure, pour s'établir comme des prétendants sérieux au titre par équipe. Évidemment, on peut dire que c'est dommage que les ceintures n'aient pas été en jeu immédiatement, mais quoi qu'il arrive, c'est une belle victoire pour le corps qui fait oublier sa performance compliquée au Royal Rumble et qui se relance comme il faut. Pour continuer de s'établir comme un groupe sérieux, Wade Barrett obtient le même soir un match contre le Big Show pour se qualifier pour l'Elimination Chamber pour le titre poids lourd, et le corps semblait alors s'orienter vers un avenir positif. En plus de ça, le groupe en profitera pour éclater le géant après le match, pour une fois de plus se crédibiliser, et franchement, du côté de SmackDown, on est obligé de reconnaître que le corps est en train de dominer tout le monde. La semaine suivante, grâce aux diverses interventions des membres de son clan, Justin Gabriel viendra à bout de la moitié des
champions par équipe dans un match solo, brisant les épaules de Kozlov après avoir placé son magnifique 450 splash pour une fois de plus rapprocher le groupe de leur premier titre. Plus tard dans la soirée, Wade Barrett, qui participe déjà à un match important lors du prochain pay-per-view, profitera lui aussi de l'aide de ses partenaires pour vaincre Rey Mysterio, un ancien champion du monde. Et même si pour l'instant la majorité des victoires du corps sont souvent teintées, puisqu'ils utilisent le surnombre pour aider le catcheur légal dans le ring, on est obligé de reconnaître que ça marche plutôt bien. Non vraiment, non seulement ils gagnent des matchs importants, mais en plus ils se crédibilisent auprès du roster tout entier, et le public réagit bien lors de leurs apparitions puisqu'ils reçoivent beaucoup de huées, l'avenir du clan semblait alors prometteur. Et honnêtement, à ce moment-là, je suis obligé de reconnaître que faire cette vidéo, ça a pour l'instant changé mon avis sur le groupe. Quand j'étais plus jeune, j'avais détesté et je trouvais ça nul, mais en réalité, les débuts sont plutôt cool et on a des styles différents dans l'équipe, donc franchement, ça rend très bien. Justement, pour continuer de progresser, Justin Gabriel et Heath Slater, les deux catcheurs par équipe du clan, obtiendront une opportunité pour les titres contre Kozlov et Marella, mais après une intervention de Wade Barrett et de Ezekiel Jackson, le match se conclura par une disqualification, et le corps devra alors attendre encore un peu avant de toucher de l'or. Justement, tout va commencer pour le groupe lors de Elimination Chamber, puisqu'après cette fin controversée avec une disqualification, le corps obtient une nouvelle chance au titre contre Kozlov et Santino, et ils mettent un terme au règne des champions par équipe, cette fois-ci sans intervention extérieure, puisque Heath Slater va sortir Santino Marella du ring alors que Justin Gabriel va prendre de la hauteur pour envoyer son 450 splash sur Kozlov, réalisant à nouveau l'exploit qu'il avait réalisé en 1 contre 1 en rivant les épaules de la brute de Moscou pour offrir à son clan les ceintures de champion par équipe. On avait donc enfin un accomplissement pour le corps qui jusqu'à présent n'avait pas été mis en difficulté à part lors du Royal Rumble et qui venait alors confirmer que ce clan avait un avenir prometteur. Bon, malheureusement, Wade Barrett lui n'aura pas le même succès dans l'Elimination Chamber pour le titre de SmackDown puisqu'il se confrontera à l'homme avec qui le corps était en rivalité depuis de nombreuses semaines, à savoir le Big Show, et le géant explosera Wade Barrett sans aucune difficulté pour l'éliminer en premier dans le match, éloignant Wade Barrett de toute aspiration à un titre majeur. À l'approche de WrestleMania, le corps va quand même se maintenir dans une position importante avec Gabriel et Slater qui défendront leur ceinture à plusieurs reprises pour les conserver, et ils continueront en parallèle leur rivalité avec le Big Show en venant aider Kane dans son match face au géant pour essayer de se faire des alliés à SmackDown. Bon, malheureusement pour eux, le Big Red Monster se retournera contre le corps et les 4 hommes seront obligés de rester entre eux alors que Kane ira s'associer avec le Big Show pour affronter le clan lors du SmackDown du 11 mars 2011. Reformant leur équipe qui avait déjà été championne par équipe, Kane et le Big Show remportent le match par disqualification après l'intervention de Gabriel et Jackson qui n'étaient pas participants au match, et on avait une petite rivalité qui semblait plutôt cool. Justement, pour essayer de retrouver de l'or, Kane et le Big Show s'associent à nouveau la semaine suivante pour essayer d'aller chercher les ceintures à Gabriel et Heath Slater, mais le corps utilisera une fois de plus la triche pour conserver leur ceinture. Tout ça va continuer d'alimenter la rivalité entre le Big Show, Kane et le corps, qui exploseront leurs rivaux après un match de championnat en faisant passer le Big Show à travers la table des commentateurs, et mine de rien, avec ça, le corps reprenait les aspects crédibles de Nexus sans pour autant en être une pâle copie. Enfin, du moins, ça, c'est ce que la WWE voulait nous faire croire. Parce que, ok, l'idée était que Wade Barrett n'était pas le leader du clan, mais dans les faits, on voit bien une différence entre lui et les autres. Ezekiel Jackson n'est que le big man du groupe et il n'a que très peu de matchs. Gabriel et Slater ne sont qu'une équipe, et même s'ils sont champions, ils ne sont pas des noms majeurs en solo. Et le seul à être véritablement érigé comme une star, c'est Wade Barrett. Mais bon, dans un sens, c'est très positif pour lui, parce que grâce à cette crédibilité, Wade Barrett obtient dès la semaine suivante une chance au titre intercontinental détenu par Kofi Kingston, et le catcheur britannique profitera d'une intervention des champions par équipe présents aux abords du ring pour contrer de manière très créative le Trouble in Paradise, attrapant Kingston sur ses épaules pour l'écraser au sol avec son Wasteland et remporter ainsi le titre intercontinental. En quelques mois à peine, le corps a déjà quasiment tous les titres de SmackDown, parce qu'il ne leur manque que le titre mondial, et honnêtement, je trouve que ça avait quand même de la gueule. Alors, je reste toujours pas fan du corps, et j'expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo, vous allez voir, mais à ce moment-là, on est obligé de reconnaître qu'ils étaient très crédibles. Bon, en réalité, malgré tout ça, en tant que clan Heel s'inspirant grandement de la Nexus, il y avait toujours ce côté surnombre pour le corps, et donc, puisqu'ils sont en rivalité avec le Big Show, Kane, Santino et Kozlov, l'annonce est faite quelques jours avant WrestleMania 27 lors du Raw du 28 mars. Le corps, cette fois-ci, ne profitera pas du surnombre, puisqu'ils affronteront leurs rivaux en 4 contre 4 sur la plus grande scène du monde pour la première apparition de Wade Barrett à WrestleMania. Et c'est là que je suis obligé de reconnaître que c'est vraiment dommage. Imaginez si la Nexus avait eu plus de succès. Barrett et ses associés auraient pu arriver à WrestleMania avec une puissance bien plus grande, et même si là, ok, ils arrivent en force avec toutes les ceintures, le corps, ça reste quand même pas aussi impressionnant que la Nexus. Mais bon, justement, pour revenir sur le corps, ils prennent un sacré coup à l'approche de WrestleMania, puisque Santino Marella vient à bout de Justin Gabriel avec son Cobra, pour mener à cette célébration qui est, comment dire... Bon bah elle est ce qu'elle est quoi. Et avec tout ça, on arrive donc au dernier SmackDown avant WrestleMania. Ce soir-là, Wade Barrett défend son titre contre Kofi Kingston et s'en sort de justesse grâce à une disqualification causée à nouveau par l'arrivée de The Corps, et une bagarre générale éclatera entre le corps
corps, Kane, le Big Show, Santino Marella, Vladimir Kozlov et Kofi Kingston, semblant alors indiquer qu'il manquait un membre du côté de l'équipe de Wade Barrett. Alors, je vais vous calmer tout de suite parce que je sais qu'en disant ça, je tease la possibilité d'un 5 contre 5 avec un nouveau membre pour le corps, mais je vais tout de suite mettre un terme à tous vos espoirs puisqu'on va désormais entamer la chute de The Corre. La veille de WrestleMania, lors de Access, les membres du corps s'en prennent à Vladimir Kozlov, qui est donc écarté du match et remplacé par Kofi Kingston, le rival de Wade Barrett, pour faire face au clan le plus dominant de SmackDown. Bon, en final, on peut se dire que c'est pas plus mal, parce que ça mêle l'histoire du titre intercontinental à ce match, et Kozlov était clairement pas important, mais finalement, c'était loin d'être la chose la plus importante pour le corps ce soir-là. Alors que Heath Slater démarre le match contre Santino Marella et qu'il domine l'ancien champion, ce dernier revient soudainement et fait rentrer le Big Show qui déroule sur Heath Slater pour le plus grand plaisir des fans. Ce plaisir est calmé par l'arrivée d'Ezekiel Jackson qui arrive à coucher le Big Show, mais celui-ci est immédiatement sorti de l'action par Kane, qui se débarrasse aussi de Justin Gabriel avant d'être détruit par Wade Barrett. Mais si ce segment ne semblait être qu'un moment de folie au début du match, vous allez voir qu'en fait, c'est le segment de fin. Et oui, parce que directement après, Barrett est couché par le Trouble in Paradise de Kofi, qui se jette en plus sur Ezekiel Jackson à l'extérieur, pendant que dans le ring, Santino Marella place son cobra sur Heath Slater, et celui-ci subit juste après le KO Punch du Big Show, avant de se faire river les épaules, et en moins de 2 minutes, les rêves de grandeur à WrestleMania pour le corps venaient d'être détruits. Honnêtement, on va revenir dessus, mais pour moi, jusqu'à présent, la WWE avait pas trop mal géré The Corre en ne refaisant pas les mêmes erreurs qu'ils avaient fait avec la Nexus. Mais là, malheureusement, à WrestleMania, on est obligé de reconnaître qu'il y a un énorme échec. Pendant le match, Heath Slater est le seul homme légal, parce qu'avec tout le bordel qui a été créé par les interventions, il n'y a aucun autre membre du corps qui a débarqué dans le ring officiellement, et une telle humiliation en moins de 2 minutes sur la plus grande scène du monde pour les champions par équipe et le champion intercontinental, ben pour moi, c'était vraiment une grande erreur. Humilié à WrestleMania, le corps enchaîne une nouvelle défaite dès la semaine suivante dans un meilleur des 3 manches contre leurs adversaires de WrestleMania, où ils ont certes un match un petit peu plus long qu'ils finissent par perdre par disqualification, mais où de toute façon le résultat reste le même que celui qu'ils ont obtenu à WrestleMania. Et là on entre dans le vrai problème de The Corre. On a là 4 mecs qui sont censés être crédibles, 3 d'entre eux sont même champions, et certes ils sont censés être méchants, mais le fait d'avoir une disqualification à quasiment chacun des matchs, ça n'aide clairement pas à les rendre intéressants. Et si au début c'était bien parti pour le groupe avec l'histoire contre la Nexus, l'abandon de celle-ci a lancé le groupe dans une période très étrange, dans laquelle certes ils récupèrent des championnats, mais dans laquelle ils ont toujours l'air extrêmement faibles. En plus de tout ça, on passera sur le fait que des interventions dans des matchs par équipe, il y en a toujours, et il n'y a jamais de disqualification, mais ce soir-là, pour une raison qu'on ignore, bah il y en a une, et du coup le corps repart en arrière avec encore une défaite par disqualification. Évidemment, la WWE va quand même essayer de relancer un petit peu le groupe avec une victoire à Raw contre Daniel Bryan, Evan Bourne, Mark Henry et Santino Marella, et également avec un match en solo pour Ezekiel Jackson lors du SmackDown suivant. Mais de la même manière que pour tous les autres matchs du groupe, Ezekiel Jackson remporte le match grâce à l'aide de ses associés, ce qui pour le coup fonctionnait très bien pour les autres membres, mais qui pour moi n'a aucun sens pour ce catcheur-là. Je veux dire, j'ai jamais été son plus grand fan, mais au moins à ce moment-là, c'était censé être le bras armé du groupe et il était crédible. Donc une victoire sur Kofi Kingston clean ne lui aurait clairement pas fait de mal, et pourtant non, le corps reste dans la tradition des victoires étranges. Pour continuer sa chute, le clan commencera à perdre des ceintures, puisque dès le SmackDown du 22 avril à l'approche de Extreme Rules, Heath Slater et Justin Gabriel perdent les titres contre Kane et le Big Show, et même si plus tard dans la soirée, Wade Barrett conserve sa ceinture contre Kofi Kingston, on sent bien que le clan est sur la pente descendante. Ils apparaîtront une dernière fois en tant que clan en pay-per-view lors de Extreme Rules 2011, puisque Ezekiel Jackson et Wade Barrett tenteront de récupérer les ceintures par équipe des mains du Big Show et de Kane, mais après des dissensions entre Wade Barrett et Jackson, avec Wade Barrett qui décidera d'entrer dans le match par lui-même alors que son partenaire dominait, le corps perd le match après un chokeslam sur le champion intercontinental, et il semble alors qu'on approche déjà de la fin du groupe. Ezekiel Jackson réussira quand même à venir à bout du Big Show lors du SmackDown suivant Extreme Rules, mais il abandonnera ses partenaires immédiatement après le match, se faisant officiellement exclure du groupe plus tard dans la soirée avec une attaque dans les vestiaires par Gabriel, Slater et Barrett, qui viendront détruire leur ancien partenaire pour définitivement l'exclure de The Corre et gagner un petit peu en crédibilité. Mais bon, finalement cette crédibilité ne sera pas de grande utilité puisque la semaine suivante, le champion intercontinental perdra encore par disqualification contre Kane, pour mener à l'arrivée d'Ezekiel Jackson en tant que favori de la foule, et le monstre détruira ses anciens partenaires pour se lancer en rivalité contre Wade Barrett avant d'une fois de plus être passé à tabac par le corps. Plus tard dans le même show, les membres du clan feront les malins au micro alors que bon, il n'y a pas grand chose à mettre en avant à part des enchaînements de défaites par disqualification, et pour ajouter à la stupidité de ce clan, Wade Barrett, en bon méchant qu'il est, parce que c'est ce qu'ils font tous, offrira gratuitement un match pour le titre intercontinental à Ezekiel Jackson lors de Over the Limit. Bon, au moins ils essaieront d'ajouter un petit peu de logique parce qu'Ezekiel Jackson justifiera son départ du clan la semaine suivante, mais bon, la justification est un petit peu bancale, il dit juste que c'était lui le plus fort et que le corps avait plus besoin de lui que l'inverse. Et malheureusement, le pauvre Ezekiel Jackson n'aura pas un énorme soutien des fans sur cette promo, donc même quand il dit qu'il ne peut pas être brisé, ça prend pas trop avec les fans. Mais de toute façon, cette histoire allait bientôt prendre fin puisque le corps allait bientôt disparaître pour de bon. Ils subissent une nouvelle défaite le même soir aux mains de Big Show, Kane et Ezekiel Jackson, et ce dernier se dirige donc vers Over the Limit pour un match pour le titre intercontinental contre Wade Barrett. Évidemment, il gagne, mais encore une fois par disqualification, après
après une intervention de The Core, et donc pour changer, il remporte pas la ceinture. Jackson est passé à tabac après le match, mais il reste quand même en rivalité contre ses anciens associés, et il obtient donc un match contre Heath Slater la semaine d'après, et à votre avis, comment il gagne? Allez-y, je vous écoute, comment il gagne? Eh ben oui, il gagne par disqualification, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais bien sûr, comme la WWE est gentille, il lui donne un nouveau match pour le titre contre Wade Barrett lors du premier SmackDown de juin 2011, et pour quand même ne pas refaire 10 fois la même chose, cette fois-ci, enfin, Ezekiel Jackson vient à bout de Wade Barrett, par des comptes à l'extérieur. Bon, voilà, maintenant je me rappelle de pourquoi le corps c'était nul et pourquoi une majorité d'entre nous ont détesté à l'époque. Honnêtement, la manière dont ce groupe est booké sur la fin de sa vie, c'est juste catastrophique. Heureusement, la WWE va mettre un terme à notre calvaire dès la semaine suivante, puisqu'à 9 jours du catastrophique Capital Punishment, Wade Barrett abandonne Justin Gabriel et Heath Slater dans un 3 contre 3 face à Ezekiel Jackson et aux Usos, mettant alors un terme au clan, et c'est seul contre Big Zeke que Wade Barrett perd enfin le match normalement lors de Capital Punishment, lançant Ezekiel Jackson dans un règne de champion intercontinental oubliable, et renvoyant Wade Barrett errer seul dans le milieu de la carte pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il retrouve une place intéressante avec Bad News Barrett. C'est donc comme ça que prend fin The Core, un clan qui de base était plutôt intéressant, surtout dans ses confrontations avec la nouvelle Nexus, et qui franchement aurait pu être une partie cool de SmackDown, mais qui finalement ne sera qu'un échec. Selon moi, The Core avait un côté moins menaçant par rapport à la Nexus originelle, et il n'y avait pas ce côté clan dominant qu'avait la Nexus. Le fait en plus de mettre en avant que tous les membres étaient égaux, si de base ça pouvait être une bonne idée, surtout s'il fallait partir à la guerre contre CM Punk, finalement ce ne sera qu'un échec, puisqu'à part spammer qu'ils sont égaux chaque semaine, ça menait à rien. Et si on ajoute à tout ça le fait qu'évidemment le corps était vu comme une version du pauvre de la Nexus, avec une présentation moins soignée, une musique moins entraînante et l'absence d'effets de surprise dont la Nexus pouvait profiter, on voit très clairement que le clan était voué à l'échec dès ses débuts. Alors oui, ils auraient pu en faire quelque chose en apprenant des erreurs de la Nexus, puisque ça partait quand même pas si mal, mais on vient de voir que ça n'a clairement pas été le cas avec tous ces matchs perdus par disqualification et ces règnes de champion tout sauf dominants, ajoutés à une performance catastrophique à WrestleMania, et je pense franchement que l'avis de Wade Barrett sur la question résume bien l'histoire de ce groupe. Je ne reformerai jamais The Core. En réalité, The Core est mon plus grand regret dans mes 9 ans de carrière à tous les niveaux. Si je pouvais, je brûlerais les livres d'histoire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner votre avis sur le corps à l'époque et aujourd'hui. Et profitez-en pour me rejoindre sur tous mes liens en description, en particulier sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire pour ne rien rater de toutes mes actualités. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.